Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet passionnant, l'anatomie d'une organisation. On va essayer de disséquer ça ensemble. Qu'est-ce qui la fait vraiment fonctionner? Comment est-ce qu'elle crée de la valeur? Et surtout, comment fait-elle pour survivre dans le monde actuel? Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. En fait, tout commence par cette question. Une question toute simple mais absolument fondamentale. Seul un individu peut faire des choses, bien sûr, mais il atteint vite ses limites. Par contre, quand on se met ensemble, eh bien là, des objectifs qui paraissaient gigantesques deviennent tout à fait possibles. Et ça, c'est l'essence même de l'action collective. C'est le point de départ de toute organisation. Bon, alors, cette fameuse action collective, comment est-ce qu'elle prend forme concrètement? On va explorer ce qu'est une organisation en découvrant ces trois grandes familles. Au cœur du réacteur, si on veut, il y a l'action collective. C'est quoi? Eh bien, c'est un groupe de personnes qui décident de s'organiser, de mobiliser des ressources, tout ça pour atteindre un but qu'ils ont en commun. Et quand cette action devient plus formelle, plus structurée, eh bien c'est là qu'elle donne naissance à une organisation, une vraie, avec sa propre existence juridique. Ce tableau est super utile parce qu'il clarifie vraiment tout. On a trois types principaux. D'abord, l'entreprise. Son but, c'est le profit pour ses actionnaires. Ensuite, l'organisation publique, comme une mairie par exemple. Là, le but n'est pas lucratif. C'est une mission de service public et elle est dirigée par des élus. Et enfin, l'organisation de la société civile, comme une association sportive ou une ONG. Là aussi, c'est non lucratif et ce sont ses adhérents qui la gouvernent. Donc voilà, le but et la gouvernance, c'est vraiment les deux clés pour les différencier. D'accord, les organisations sont formées, elles existent. Mais la grande question, c'est comment font-elles pour créer de la richesse, pour créer de la valeur? Là, on touche vraiment au moteur de toute organisation, la création de valeur. Voyons un peu comment ça fonctionne. Le concept absolument clé ici, c'est la valeur ajoutée. Pour faire simple, imaginez un boulanger. Il achète de la farine, du sucre, ça ce sont ses consommations intermédiaires. Il transforme tout ça en un magnifique gâteau qu'il va vendre plus cher. Ça c'est son chiffre d'affaires. Eh bien la différence entre les deux, c'est la richesse qu'il a réellement créée. C'est ça la fameuse valeur ajoutée. Et cette nouvelle richesse, attention, elle ne reste pas dans une seule poche. Comme le montre bien ce graphique, elle est partagée, distribuée entre tous ceux qui ont contribué. Une partie va aux salariés sous forme de salaire, une partie à l'État via les impôts, une autre aux actionnaires en dividendes, et une part cruciale est réinvestie dans l'entreprise elle-même pour son avenir. Le point crucial, c'est que ce partage est un véritable exercice d'équilibriste. C'est logique, les salariés aimeraient de meilleurs salaires et en même temps, les actionnaires veulent de plus gros dividendes. Le souci, c'est que si on augmente l'un, ça veut souvent dire qu'on doit diminuer l'autre. C'est une tension permanente au cœur de la gestion. Mais au fond, est-ce que tout se résume à l'argent? La vision moderne du succès d'une organisation, en réalité, elle va bien au-delà de ça. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de performance globale. C'est une vision beaucoup plus large qui intègre plein de dimensions différentes du succès. Cette citation résume parfaitement le défi des dirigeants d'aujourd'hui. Il ne s'agit plus de satisfaire un seul groupe, mais de trouver le meilleur équilibre possible entre les attentes de toutes les parties prenantes. Alors, la performance globale, elle repose sur 4 grands piliers. Il y a bien sûr la performance commerciale et financière, ça reste la base. Mais on y ajoute la performance sociale, c'est-à-dire le bien-être des salariés. Et de plus en plus, la performance environnementale. Donc, le véritable succès aujourd'hui, ce n'est pas de maximiser un seul de ces piliers au détriment des autres. Non, c'est de réussir à trouver l'équilibre optimal entre les 4. C'est vraiment ça, la gestion moderne. Mais dans un monde qui change aussi vite, c'est quoi la clé pour arriver à trouver cet équilibre? Et tout simplement, pour survivre. La réponse, en grande partie, elle se trouve dans le numérique. C'est devenu un levier absolument essentiel pour développer son agilité et s'adapter à cet environnement qui bouge tout le temps. L'agilité organisationnelle, c'est cette capacité à réagir et à s'adapter super vite au changement. C'est ce qui permet de transformer une menace en une opportunité, en un véritable avantage sur la concurrence. Et concrètement, comment le numérique aide? Principalement de 3 manières. D'abord, le travail à distance qui offre une flexibilité nouvelle. Ensuite, la mobilité numérique qui permet d'être beaucoup plus réactif aux demandes des clients. Et enfin, les nouvelles plateformes comme les marketplaces qui ouvrent des opportunités de marché complètement inédites. Donc pour résumer tout ça, de l'action collective des débuts jusqu'à l'adaptation numérique d'aujourd'hui, l'histoire de l'organisation moderne, c'est bien l'histoire d'une création de valeur et de cette recherche constante d'un équilibre de performance. Et ça nous laisse avec une question pour l'avenir, performance, agilité, et on pourrait même ajouter l'éthique. Quel sera le juste équilibre pour les organisations de demain? C'est le grand défi qui nous attend tous. J'espère que cette analyse vous a éclairé. Et si vous voulez plus de vidéos, allez consulter les pages YouTube et TikTok de @leprofesseurdstmg. Merci de nous avoir suivis.